Le petit déjeuner politique. Il est 7h45. Annie Genevard est avec nous, députée LR du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Conseil national des Républicains. Oui, bonjour Annie Genevard. Bonjour. De nouveaux rassemblements hier soir en France, à Montpellier, à Toulouse, contre les violences policières et le racisme. L'affaire Floyd en toile de fond. Christophe Castaner promet des enquêtes dans chaque excès. Est-ce que vous craignez une contagion et que s'aggrave aussi un certain fossé communautariste ? Alors, cette manifestation, d'abord, elle était interdite. Ensuite, elle a mis en cause de façon générale la police en parlant de violence policière. Moi, je ne crois pas au racisme d'État. Je le dis, notre police a fait face depuis des années à des situations extrêmement difficiles dans lesquelles elle a perdu des siens. Elle s'est vue attaquer. Il y a même des sites dédiés aux violences policières qui, selon certains, seraient légion. Donc moi, je récuse absolument cette accusation. Je la trouve non seulement infondée, mais dangereuse. Racisme d'État, vous dites. Mais du racisme dans la police, il y en a, non ? Bah, écoutez, s'il y en a, il est évidemment condamnable. Et la police est un des corps les plus contrôlés qui soient. Ils sont sans cesse filmés, ils sont de plus en plus mis en cause, ils sont l'objet d'enquêtes administratives internes. C'est un corps extrêmement contrôlé. Donc quand il y a des manquements, il faut les condamner. Mais de là à généraliser, à parler de violence policière, moi je pense que c'est véritablement totalement injuste et injustifié. Oui, vous avez parlé de filmer. Est-ce que vous soutenez la proposition d'Éric Ciotti qui voulait, lui, interdire de filmer les policiers ? Alors, j'ai co-signé la proposition de loi d'Éric Ciotti qui propose non pas l'interdiction de filmer, mais l'interdiction de diffuser. Vous savez que il y a de plus en plus... Oui, mais vous savez qu'une fois que c'est filmé, ça peut être diffusé d'une manière ou d'une autre. Oui, mais vous savez, j'ai échangé avec un de vos collègues hier qui me disait que systématiquement, dans les interpellations, quand il prenait des photos, il floutait le visage des policiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que se développe le policier bashing. Il y a des gens parfaitement malveillants qui cherchent à connaître les identités des policiers. Rappelez-vous quand même ce couple qui a été assassiné chez lui. Donc, il s'agit de protéger les policiers de la violence et de la malveillance dont ils sont souvent l'objet. S'ils commettent des actes répréhensibles, ils doivent être sanctionnés, c'est normal, et je dirais c'est même indispensable pour conserver le lien de confiance qui est nécessaire dans une démocratie. Mais moi je m'inquiète beaucoup de cette mise en cause grandissante de la police, parce qu'il y a là quelque chose de très dangereux. Si c'était filmé lors des interventions, lors des interpellations, il pourrait y avoir justement, ce serait plus simple, elle pourrait se protéger elle-même et voir ce qui se passe. Mais je sais que certains réfléchissent à équiper la police de GoPro. C'est-à-dire pour qu'elles enregistrent elles-mêmes les images de façon à les produire en cas de mise en cause. Ça me semble une piste intéressante à explorer. Aux États-Unis, est-ce que Donald Trump a une responsabilité dans ce qui se passe ? Non, je crois que la première responsabilité, c'est celle de ce policier qui s'est livré à un assassinat. D'ailleurs, il est mis en cause pour meurtre. Du reste, on peut déplorer la concomitance entre la manifestation autour d'Adama Traoré cette semaine et puis les événements américains. Certains, évidemment, ont fait le lien alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, parce que apparemment ce fait n'est pas isolé, et évidemment tout à fait abominable et condamnable. Mais on ne peut pas légitimement faire une comparaison avec le comportement de la police française. Venons-en à la gestion de la crise du coronavirus. Que peut donner la commission d'enquête à l'Assemblée ? La commission d'enquête, elle a pour objet non seulement d'établir des responsabilités dans ce qui s'est passé, mais aussi d'éviter que ça ne se reproduise. Alors, l'affaire est importante. On veut absolument éviter un Benalla bis. Donc, il faut une commission d'enquête sérieuse qui nous permette de comprendre pourquoi la France a manqué de tout. Elle qui prétendait avoir le meilleur service de santé au monde. Pourquoi est-ce qu'on a menti aux Français ? Pourquoi
qu'on leur a dit que il n'y avait pas besoin de masques, qu'ils étaient même dangereux, puis ils se sont révélés indispensables. Pourquoi la ministre de la Santé a minimisé pour dire ensuite qu'elle savait que ça allait être terrible? Enfin, il y a des tas de questions que se posent les Français, et je pense qu'il est extrêmement important d'y répondre, parce que sinon la confiance dans la parole publique... Il faudra auditionner tous les ministres Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous savez qu'une commission d'enquête, non seulement on doit s'y présenter, mais on prête serment. C'est une affaire très sérieuse, et je compte évidemment sur le sérieux des députés qui en auront la charge pour conduire à bien cette enquête, parce que c'est une véritable enquête. Il y aura évidemment beaucoup d'auditions, des visites sur le terrain. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Pourquoi on a été obligé de mettre la France à l'arrêt pendant 2 mois, ce qui nous a mis à genoux sur le plan économique et qui risque... C'était une erreur pour vous, Annie Genevard, la façon dont ça a été mené? Je crois que, puisqu'on n'avait pas de quoi accueillir tous les malades dans les hôpitaux, il a fallu mettre la France en confinement. D'autres pays ont su gérer différemment et s'en sortent mieux. Il faut comprendre aussi pourquoi nous, on aurait pu mieux s'en sortir. Il faut pouvoir se préparer l'avenir, parce que la situation que nous avons connue peut se reproduire. Oui, c'est ça. Alors, entre le confinement et puis le déconfinement, est-ce que le gouvernement prend aussi les bonnes décisions au bon moment? C'est l'une des questions en fait du moment. L'exemple aujourd'hui des écoles, des restaurants qui ne sont pas totalement ouverts, qui ne fonctionnent pas, alors que visiblement la maladie progresse moins, même s'il faut toujours être extrêmement prudent. Bon, je pense que quand on est en responsabilité, quand il faut gérer une situation comme celle-là, ne nous voilons pas la face, c'est difficile. Donc je ne veux pas mettre en accusation. Certains disent on a confiné trop tard et on a déconfiné trop tard aussi. Je n'en sais rien. Ouais. Toujours est-il que moi je redoute la rentrée et son cortège de chômeurs et de faillites. Il y a une situation dans notre pays qui est très difficile. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons voté les mesures de soutien aux entreprises, aux salariés, parce qu'il fallait intervenir, mais la situation de notre pays est très préoccupante sur le plan économique et social. Il a fallu des plans d'urgence, il faudra des plans de relance. Oui, il y a un point sur l'hydroxychloroquine avec cette étude publiée par le Lancet, ensuite donc l'OMS qui dit qu'on peut reprendre les essais cliniques. En France, est-ce qu'on doit les reprendre, et est-ce que Olivier Véran doit s'expliquer sur ce sujet? Moi je crois qu'il doit s'expliquer, parce que l'article du Lancet, l'enquête du Lancet se révèle quand même très biaisée. C'est elle qui a fondé l'arrêt du traitement, la décision d'arrêter le traitement. Enfin, d'ailleurs, la commission d'enquête devra faire le point sur ce médicament, parce qu'il y a eu une succession de stop and go, si je puis dire. C'est-à-dire, on autorise, on suspend, finalement on autorise quand même, et puis finalement on arrête. Tout ça n'est pas très sérieux. Il faudra bien sûr faire la lumière sur... Mais là, aujourd'hui, le ministre de la Santé doit s'expliquer. Parce que là, depuis qu'on a eu cette machine arrière à la fois de l'OMS et puis du Lancet... pas de nouvelles. Je comprends son embarras, parce que si on reprend le traitement, s'il autorise à nouveau le traitement, c'est un désaveu pour la parole publique, un de plus. Parce que la parole publique s'est décrédibilisée sur les masques. Moi, je ne pouvais plus entendre un ministre commencer une phrase en disant « Nous sommes le seul pays au monde qui, nous sommes le premier pays au monde qui », alors qu'on a manqué de tout. Nous qui avons géré les situations sur le terrain, je peux vous dire que les appels au secours se multipliaient. Les gens n'avaient pas de masque. Ils ont été contaminés parce qu'ils n'avaient pas de quoi se protéger. Ça, le gouvernement devra s'en expliquer. Pourquoi est-ce que quand Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée, il y avait 1,5 milliard de masques, et pourquoi n'y en avait-il plus que 100 millions, c'est-à-dire de quoi tenir à peine quelques jours. Donc tout ça le gouvernement devra s'expliquer et rendre des comptes sur ces sujets. Alors deux autres points assez importants, Annie Genevard. Évidemment, vous lancez-vous une alerte sur le numérique et le bactériologique, parce que sur le numérique, la France s'est mise au télétravail, les institutions également, et beaucoup ont utilisé
utilisez l'application américaine Zoom, Oui. et vous dites que il y a danger, notamment quand il s'agit en fait des conversations et des conférences tenues par l'Élysée et les ministres. Oui, tout à fait. On a tous été tributaires de Zoom. C'est une des applications. Enfin, moi, j'en ai téléchargé un certain nombre, mais Zoom a été très clairement la plus utilisée. C'est une application qui n'offre aucune garantie de confidentialité. Or, elle a été utilisée par les institutions publiques, les parlementaires, les ministres, les entreprises. Donc, on voit bien que quand on est à la merci d'un outil numérique technologique qui n'est pas sûr, c'est une question de souveraineté qui est posée. Nous échangions hier avec des parlementaires allemands et certains suggéraient le développement d'un outil européen maison, si je puis dire, qui offre ces garanties qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Et puis de façon générale, un des enseignements de cette crise sanitaire est aussi de nous dire que face à un risque épidémiologique ou un risque naturel, environnemental, eh bien, il faut qu'on tire les enseignements de cette crise pour avoir à disposition et immédiatement de quoi protéger les Français. Parce que s'il y avait une attaque bactériologique, par exemple, vous voulez dire qu'on ne serait pas prêt? La France ne serait pas prête. Si elle se trouvait dans la situation dans laquelle elle s'est trouvée en début d'année, non seulement nous ne serions pas prêts, mais nous serions dans un état de fragilité absolue. Donc il faut préparer les Français aux risques du XXIe siècle, quel qu'il soit. Nous avons eu une très sévère alerte avec le Covid-19. Il faut maintenant se préparer l'avenir en cas de Mais ça passe risque. par quoi alors? Là, un plan qui doit être mis en place? Mais il y avait un plan. Ouais. Il y avait un plan, il existait. Après les pandémies qui ont sévi il y a quelques années, il y avait eu un plan pandémie. Et ce plan pandémie prévoyait notamment un stock de masques, son renouvellement régulier, des dispositifs dans les hôpitaux. Tout ça a été laissé de côté. Quand j'entends le professeur Salomon tous les jours à la télévision nous dire ce qu'il faut faire alors même qu'il était en responsabilité, et la commission d'enquête devra démontrer également quel a été son rôle dans cet affaiblissement de la France en matière de protection. Je crois qu'il faut véritablement que nous en tirions les bons enseignements. Oui, le mot de la fin avec Cécile Ménibus, Annie Genevard. Je vais revenir sur les déclarations de Sibeth Ndiaye à l'Assemblée nationale, où elle a été reprise déjà sur ses chiffres économiques, et puis au Sénat, où les sénateurs s'interrogent sur le fait de ne pas pouvoir accompagner les ministres en déplacement au profit des députés La République En Marche. La réponse de la porte-parole a engendré le départ d'une vingtaine de sénateurs. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, c'est pas la première fois que Sibeth Ndiaye dit n'importe quoi. Bon, franchement, une porte-parole qui fait ce type de déclaration, je comprends. C'est quoi, c'est de la maladresse ou... Alors, je pense qu'elle parle trop vite. Je pense qu'elle cherche à tout prix toujours à justifier, y compris les erreurs, ce qui l'amène à dire une chose et son contraire sans que ça lui pose le moindre problème. Est-ce que c'est pas son rôle justement de justifier les mesures du gouvernement? Son rôle, c'est d'avoir une parole crédible. Or, quand elle dit une chose et son contraire, elle décrédibilise non seulement elle-même, mais aussi le gouvernement dont elle est la porte-parole. Dans l'affaire des déplacements, des visites ministérielles, il est inconcevable dans les usages républicains que les parlementaires de l'opposition ne soient pas conviés. C'est un manquement à tous les usages habituellement en cours. Donc c'est une marque de mépris, mais au fond... Même en cette période particulière? Écoutez, sur un département, il y a moins d'une dizaine de parlementaires. Qu'on ne me dise pas que ça porte atteinte à la sécurité sanitaire. Je crois qu'il y a là une volonté délibérée d'écarter des représentants des élus, et ça n'est pas admissible, mais ça n'est pas non plus... moi, ça ne me surprend pas d'une majorité qui s'est souvent conduite de façon assez arrogante et qui ferait bien d'être plus modeste quand on voit les difficultés politiques dans lesquelles elle se trouve aujourd'hui,
aujourd'hui, avec des municipales qui s'annoncent désastreuses, avec une situation à l'Assemblée nationale où les groupes, où la majorité se délite, où les groupes se multiplient, rien n'est tenu. Donc je crois qu'elle saurait bien inspirer d'être un peu plus modeste et un peu plus respectueuse des usages républicains. Merci Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui était notre invitée ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous, 7h59 dans un instant, c'est le journal de 8h.